Salut Tessien, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très important. Comme vous avez pu le remarquer, la chaîne a beaucoup évolué. Elle est passée d'un thème 100% parc Astérix à un thème sur tous les parcs d'attractions. Alors il y a le fait qu'on avait envie de se diversifier et de vous faire découvrir d'autres parcs, mais pas que. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je suis déçu par le parc Astérix. Ça arrive à tout le monde. J'ai fait mon diagnostic. Vous avez une blasitude aiguë du parc Astérix. Vous avez dû remarquer que je ne fais plus de vidéos sur le parc Astérix. Bon, je dis on, mais bon, à vrai dire, je suis un peu tout seul sur la chaîne en ce moment, et puis c'est plus mon avis personnel, donc je vais plus employer le jeu. Cesse de blabla, je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu par le parc. Ça va faire plaisir aux fans de Disney qui m'ont bien descendu quand j'ai attaqué leur parc chéri. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que je critiquais Disney parce que je défendais le parc Astérix, et bien la preuve que non. Donc, comme vous le savez, j'ai travaillé pour le parc Astérix pendant pas mal d'années. Oui, je dis j'ai parce que vous le savez peut-être pas tous, mais le parc pour moi c'est fini. Définitivement. Ça c'est vraiment pas bien fini, mais je ne mêlerai pas mon avis professionnel avec mon avis personnel. Même s'il faut avouer qu'avec toutes les misères qu'ils m'ont faites, mon avis est forcément influencé par ça. Puis à vrai dire, j'ai pas envie d'avoir un procès au cul. Je ne suis plus trop d'accord avec les choix du parc depuis quelques années, et pourtant à cette époque-là, ça allait très bien dans mon travail. Ceux qui montrent bien qu'il n'y a pas que le pro qui m'en a dégoûté. Alors il faut savoir que ça fait déjà plusieurs mois que je prépare cette vidéo, car je ne voulais pas dénigrer le parc sans réflexion. J'ai questionné pas mal de personnes pour savoir si mon avis était objectif ou non. Comme j'ai été dégoûté du côté professionnel, je voulais savoir si j'étais orienté par ces mésaventures ou non. Ou justement si j'étais pas le seul à le penser. Et il s'avère que dans la majorité des thèmes abordés, pas mal de personnes me rejoignent. Dans ces personnes, il y a des amis, de la famille, des fans de parc en général, des fans du parc Astérix, il y a même aussi des visiteurs qui sont venus à moi pour m'exprimer leurs ressentis ou des choses qu'ils ont également constatées sur le parc. Deuxième chose aussi qui m'a ouvert les yeux, c'est que grâce à la chaîne, j'ai pu visiter pas mal de plus petits parcs avec beaucoup moins de moyens et je me suis rendu compte que le parc Astérix n'était pas forcément à la hauteur. Donc, je vais peut-être enfin vous dire ce qui me chagrine. Alors on va se remettre dans le contexte et depuis quand je ne suis plus le parc. Alors on va remonter en 2014. Et cette année-là, il n'y a rien qui m'a déçu. Bon, hormis le fait qu'il n'y a rien eu de spécial pour l'ouverture, mais cette année, c'était l'ouverture de la forêt d'Idéfix. Et c'est pour moi un très bon ajout pour le parc. Alors ok, il n'y a pas de truc à sensation et tout ça, mais c'est un très bon point pour les familles. C'est très bien pensé, la théma suit et compagnie. Mais c'est après que ça se gâte, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par un gros point positif. Ensuite vient 2015. Bon, je vous apprends rien là-dessus, mais 2015, c'était l'année des spectacles. Bon, faut se renouveler, ça y a pas de souci, mais hormis Gaulois-Roma le match, le reste c'est un peu la cata. Surtout pour un parc qui était connu pour ses nombreux spectacles, et de qualité. Le parc régresse sur un point qui était une force auparavant. Les mousquetaires par exemple, c'est quelque chose qui est encore beaucoup demandé. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, c'est bien, mais bon, c'est sans plus. Ah oui, en 2015, ou début saison 2016, c'était une année très importante pour le Lutétien parce qu'on a été convoqué par le parc pour faire une sorte de pacte. L'idée était bien, c'était d'éviter les rumeurs, les mauvaises infos, donc on ne devait rien publier sans l'accord du parc. Du coup, le parc nous donnait des petites infos et en récompense, on était invité aux événements presse et compagnie. Donc c'était super cool, mais bon, ça n'a duré qu'un temps parce que maintenant il n'y a que dalle. Les infos on vous les sort toujours 15 ans après tout le monde parce qu'on attend toujours l'information officielle. Alors que bien souvent on le sait avant tout le monde. Quand on venait tourner sur le parc, fallait qu'on prévienne, qu'on ait une autorisation, on pouvait pas publier ce qu'on voulait. À l'arrivée on était plus désavantagés que tout le monde. Bref, 2016, Disco Bélix. Super pour nous, dans le carré presse, interview avec Elodie Gossuin, François Fassier, qui d'ailleurs avait été super cool parce qu'il nous avait dévoilé plus ou moins Pégase Express. François Fassier pour info, c'est l'un des big boss de la CDA, ancien directeur du parc. Cette année-là, donc cette année-là, le parc rajoutait 50 chambres à l'hôtel des Trois Hiboux afin d'accueillir plus de personnes. Le parc annonce qu'il veut faire partie des grands parcs et que ça devienne une destination de court séjour et que d'autres hôtels suivront. Ambitieux, c'est bien. Petite parenthèse, rajouter 50 chambres, c'est bien, mais le truc c'est qu'ils ont même pas pensé à agrandir la salle de petit-déj, donc bien souvent, les gens, ils ont pas de quoi s'asseoir pour manger. Un grand parc. Donc tu veux devenir un grand parc en construisant une attraction qui a un débit horaire maximum de 400 personnes par heure. Bien joué les gars. Un disco coaster c'est bien dans un petit parc, un moyen parc à la rigueur, mais pas au parc Astérix. T'as Disney qui s'est planté il y a quelques années avec la zone Toy Story Playland, un land au débit plus que réduit et tu fais la même erreur. Par contre la théma est vraiment plutôt bien pour un disco, faut l'admettre. Le fait de passer sur l'eau et par-dessus un chemin, ça c'est plutôt bien pensé. C'est mieux que le Grizzly à Nigloland par exemple. Et pourtant j'aime bien Niglo. Mais bon, quand on voit les concept art de base, c'est décevant. Puis bon, pour 3 millions d'euros, t'as le Wood Express au parc Saint-Paul. Je l'ai pas fait, mais entre un semblant de coaster en ligne droite et un wooden coaster, le choix il est vite fait. 2017 maintenant. La nouveauté,
Pégase Express, qui déjà arrive en juin, ce qui est assez frustrant pour les gens qui viennent avant, et qui est pour moi une nouveauté assez décevante. Sur le papier, ça on voit une partie en marche avant, en marche arrière, du coup de la technologie et tout, mais il n'y a pas que ça qui fait la réussite d'une attraction. La première fois que j'ai fait Pégase Express, c'était avant son ouverture, et j'ai été assez déçu. La partie de marche avant, il n'y a pas de problème, agréable, sympathique, faut pas oublier que c'est une cible familiale, donc c'est bien. Puis on arrive dans le dark, bon, sans plus, les projections qui sont même pas en HD, un son qui crache, mais bon, pour le peu de temps qu'on reste à l'intérieur, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ils l'ont amélioré parce qu'ils ont rajouté un rideau qui se ferme du coup derrière le train et ce qui nous permet d'avoir une meilleure expérience. Puis vient la partie marche arrière. Bon bah moi j'aime pas, bon après c'est qu'une histoire de goût, mais moi je trouve que ça fait mal à la tête et bon quand on regarde, il y a beaucoup de visiteurs qui se retournent, pas pour rien. Niveau théma aussi, c'est décevant, encore une fois on n'a qu'une gare de thématisée, même si elle est plutôt sympa, mais ça reste très négligé. Des peintures très approximatives, on dirait que c'est des enfants qui ont fait ça. Attendez, on me dit dans l'oreillette que ça serait fait exprès pour faire comme les Grecs à l'époque. Et ils ont même réussi à se tromper de sens de pochoir, parce qu'il y a des petits PE comme Pégase Express, ils ont réussi à le mettre à l'envers. Ah donc là, c'est pas fait exprès. Des décors manquants à l'ouverture, un câble qui pendouille pendant plus d'un an dans la salle du faux distributeur, et j'en passe. Bon, en soi, on peut pas dire que ça soit une mauvaise attraction. Mais avec la com qu'ils ont fait et avec le budget, je m'attendais à un petit Osiris si ce n'est mieux. Osiris a coûté 4 millions de plus, mais bon, Osiris c'est du gros, je m'attendais à du bon. Là où je ne suis pas trop le parc, c'est qu'ils veulent épater la galerie à faire des marches arrière et des trucs hors du commun. C'est bien, mais des fois il y a mieux à faire. Puis il faut le maîtriser ça aussi. Le défi de César c'est une catastrophe. Il y a facile la moitié des effets qui ne fonctionnent pas et pourtant il a coûté 12 millions d'euros. Là pour Pégase, un truc tout en marche avant aurait tout aussi bien fait l'affaire et aurait laissé plus d'argent pour de la théma ou quelques mètres de rail en plus. Car faut pas se leurrer, un système d'aiguillage, bah ça coûte cher. Autre point négatif, les pannes. Un coaster qui va tout droit cause quand même beaucoup moins de pannes qu'un coaster qui a un système d'aiguillage. Pour finir avec Pégase, et pour revenir sur ce que je disais en début de vidéo sur le fait que des plus petits parcs, bah des fois s'en sortent beaucoup mieux, j'ai envie de vous parler du Yukon Quad Opal. Certes, c'est pas le même style d'attraction car c'est moins familial, c'est une attraction à propulsion de très bonne qualité et elle a coûté que 10 millions d'euros. D'ailleurs, je dis que c'est moins familial, mais ça reste la cible. Alors, il faut l'avouer que la gare de Pégase est quand même bien plus belle que celle que Yukon Quad, mais avec 6 millions de plus, le PAL aurait pu faire quelque chose de bien plus ouf que ça l'est déjà. Puis rappelons-le que le parc Astérix n'a pas trouvé mieux que de placer son attraction qui donne une vue magnifique sur la zone technique et le parking. Le parking, à la limite, ça passe, quand t'arrives, ça fait un style. Puis rappelons-le, Silver Star, c'est un plat sur le parking et ça passe. Mais bon, l'attraction est quand même plus grosse et puis visuellement il y a une certaine symétrie assez jolie à bord. Bon, on va peut-être passer à 2018, quel grand cru! La cité suspendue et l'aérolab. On va commencer par la cité suspendue parce que c'est pour moi un bon plus. Un bon gros plus même. Et oui, je vais dire un peu de positif, sinon on va dire que je suis rabat-joie. Il faut savoir dire les choses quand c'est bien. Dédicace à tous les responsables qui savent pas le faire. Donc la cité suspendue, ou plutôt la cité des travaux suspendus, le retard a causé pas mal de bordel pour les visiteurs ayant réservé et du coup ils ont dû être relogés, à l'extérieur du parc en plus. Mais c'est un très bel ajout, l'hôtel est magnifique, y a rien à redire. C'est beau, la théma est poussée, pas négligée et le repas le soir est top. Mais... oui, il y a un mais. Déjà la cité elle est pas trop suspendue et je trouve ça dommage que le parc mette le paquet sur les hôtels et pas sur le parc. Petite mise en situation, c'est la première fois que tu viens au parc et t'arrives à l'hôtel la veille de ta visite. T'en prends plein les yeux. Puis le lendemain, t'arrives sur le parc, donc l'entrée est vers Goudurix, tu redescends déjà sur terre. Tu passes d'une théma de ouf à une partie du parc peu thématisée. Bon, là où le parc s'est amélioré, ça on peut pas leur reprocher, c'est au niveau du contrôle d'accès. Avant c'était ghetto. Je sais pas si vous avez connu, mais avant il y avait un mec avec sa guitoune sur le côté de la voie de service. Mais bon, même s'il faut pas négliger les hôtels, faut aussi penser au parc qui fait venir les gens. Avant de faire rester les gens, faudrait-il les faire venir ou revenir? Pour finir avec la cité suspendue, c'est un gros point positif qui soulève un gros manque du parc, la thématisation et l'entretien. Puis c'est vachement cher contrairement à certains parcs qui proposent mieux pour moins. Passons maintenant à l'aérolab. Comment dire? Pourquoi? Alors en soi, une tour panoramique, ça permet de voir le parc sous un autre angle et se détendre entre deux grosses attractions. Je trouve pas ça si mal dans le fond, mais pas dans le fond du parc. La tour est placée à un endroit où il n'y a pas grand chose à voir. Quand on regarde bien, il y a quand même une grosse partie de forêt à observer. Oh, regarde un arbre! Oh, mais c'est un sol pleureur! Oh, mais c'est une galinette cendrée! Oh, une grue!
Ah non, ça c'est les travaux de la cité suspendue. Je l'aurais plutôt vu sur la presqu'île, là où il y a les jeux d'eau douce, ce qui aurait permis de voir plus de choses du parc. Bon, l'inconvénient de ces attractions, c'est que ça dévoile les zones techniques et les parties où on n'a pas trop envie de montrer aux visiteurs. Mais c'est surtout le côté payant qui me dérange. Alors il y a deux écoles. Soit tu la considères comme une attraction payante et t'as une boisson, ou soit tu la considères gratuite mais tu payes ta boisson très cher. Quoi qu'il en soit, en 10 minutes, c'est fini. Temps de monter et descendre compris. T'as pas vraiment le temps de savourer ton verre. Puis le fait d'être placé côté intérieur du cercle ne permet pas d'avoir une très bonne vue. Hormis si tu te retournes, tu vois plus ton voisin que le paysage. Des fois t'as l'opérateur qui te donne des explications et des fois t'as rien. Et un conseil, si vous voulez boire votre boisson en eau, choisissez autre chose qu'un café. Le temps d'attente, le temps d'installation, et bah à l'arrivée ton café il est froid. Business. Mais bon ça j'y reviendrai après. Ah oui, en 2018, c'était aussi la fin d'un spectacle mythique, main basse sur la Joconde. Alors ok, faut se renouveler et compagnie, mais c'était LE spectacle du parc Astérix. Alors déjà qu'il avait lieu que l'été et beaucoup de visiteurs étaient déçus, mais l'arrêter, puis aucune com pour l'annoncer et marquer l'événement. La com aussi, j'y reviendrai après. Passons maintenant à l'année prochaine, 2019. Les 30 ans du parc. Bon nombre de fans s'attendaient à une grosse attraction. Et ben non, on aura le droit à un cinéma 4D. Le parc va proposer à la place du cinéma 3D, un cinéma 4D. Top! Utiliser un endroit un peu abandonné, c'est une bonne idée. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour le faire? En 2008, j'ai travaillé l'hiver au cinéma 3D parce qu'il y avait un film, et j'avais dit à mon encadrement que ça serait bien d'exploiter ce lieu à l'année, parce qu'il y a la salle, il y a le matériel, et ça ferait un endroit couvert et chauffé, ou climatisé. Et bah ça aura lieu l'année prochaine, mais là encore, j'ai du mal. Les cinémas 4D, c'est des choses que tu peux retrouver dans les grands cinémas de quartier maintenant. C'est démodé. C'est à croire que le parc veut faire un futuroscope bis. Cinéma 4D, Aérolaf. Le point positif, c'est que le film devrait être sympa. Et il y aura enfin un rapport avec la BD. De base, il devait y avoir aussi un nouvel hôtel, les Quais de Lutèce, qui devrait être magnifique, mais il a été repoussé. Cela dit, c'est pas plus mal de le repousser, parce que si c'est pour promettre des chambres et que les chambres sont pas prêtes. Et enfin, avant de passer au côté business et à la com du parc, partons directement en 2021. On a appris grâce au IAPA, donc c'est un salon en gros sur les attractions, que le parc Astérix aura un gros coaster en 2021. Enfin! Mais bon, je suis encore sur la réserve. Faut faire le plein, hein. J'attends de voir avant de m'emballer. Je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais j'ai du mal à me réjouir. La première partie du coaster, ok, je valide. Mais la deuxième partie, pourquoi? Te faire repartir en marche arrière pour remonter pile poil pour avoir un peu d'élan pour la descente, puis ensuite après avoir des inversions très lentes, puis finir en zigzag, histoire de dire que t'as fini le parcours. On dirait que t'as cliqué sur le bouton finir le parcours automatiquement sur Planet Coaster. Termine ouais, il va se mettre là, bah oui. Ah oui, il cherche. Il trouve pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors bien sûr, c'est super d'avoir un très gros coaster comme ça chez nous en France, mais j'ai du mal à être objectif. Le parc m'a tellement déçu que je vois que le négatif, hormis la première partie. Puis la marche arrière, on vient d'en avoir une avec Pégase Express. La marche arrière, c'est encore pour épater la galerie. Exemple, ta ronde, ça va tout droit, t'as juste des virages, t'as pas de looping et l'attraction est top. Puis les rumeurs disent que l'attraction sera placée derrière la trace du Haut-Rhin. Si c'est ça, je comprends pas. Ça va être encore zone technique land. Puis ça va être encore tellement galère à gérer niveau maintenance. Espérons que la thématisation suive. Bref, j'ai du mal à m'emballer, mais je préfère être surpris et me tromper sur mes a priori plutôt que d'être encore une fois déçu. Ce qui fait aussi que je suis sceptique, c'est que j'ai fait récemment Star Trek Coaster à Movie Park Germany qui m'attirait énormément en vidéo et j'ai pas accroché, j'aime pas les marches arrière et les inversions lentes. Sur le coup, je suis plus sur le coaster de Walibi Belgium qui a aussi été annoncé en 2021. Pourtant, j'aime pas ce parc, mais ça me donne plus envie d'y aller. Je pense que c'est une histoire de goût. Je vais maintenant m'attarder sur un point qui m'agace de plus en plus sur le parc, c'est le côté business. J'ai bien sûr conscience que le but d'une entreprise est de gagner de l'argent, ça y a pas de souci. Et il y a des entreprises, des parcs d'attractions aussi, qui arrivent très bien à le faire sans que le client, le visiteur, se sente pigeonné, volé. Tu ressens trop que le parc a envie de te faire dépenser. T'as des offres visuelles, t'as même des offres audio dans tout le parc, tu vois des sigles euros partout. Offre promotionnelle aujourd'hui sur les cuissons des sangliers. Allez, on se fait plaisir, tout est bon dans le cochon. Pour commencer, j'ai envie de parler des passes Rapidus. Perso, je suis contre les coupes-fils et je vous ferai d'ailleurs une vidéo très prochainement. Bon, c'est quelque chose maintenant qu'on retrouve dans tous les parcs, ça s'est banalisé. Tant que les gens achètent, ça serait dommage pour le parc de s'en priver. C'est juste que le parc, pour gagner pas mal d'argent, en perd pas mal d'un autre côté. Forcément, il y a des gens que ça dérange de se faire passer devant. Alors, soit déjà parce que t'as pas les moyens de te le permettre, ou soit parce que tout simplement tu es contre le principe. Alors sur OZ, ça passe, mais sur Disco Bellix, c'est juste une honte. Déjà que l'attraction n'avance pas, ils ont mis un pass Rapidus, et même les gens qui ont un pass
Fast, Rapidus attendent. Mettez une single rider les gars. Je vais pas m'attarder sur le sujet, mais juste pour info, à Fantasyland, le pass est à 15 € et vous avez droit à 4 passages sur la même attraction ou de passer avec 4 personnes une fois sur l'attraction. Et le nombre d'attractions proposées dans ce pass est similaire au parc Astérix. Je vais revenir sur l'Aérola. Payer pour faire une tour panoramique, je comprends pas le concept, car la boisson t'as même pas le temps de la boire. Puis les soirs de feux d'artifice, même le vieux spectacle festif fait quelque chose comme 20 € pour voir le spectacle d'en haut. Puis rappelons que pour voir quelque chose, faut se casser le dos. J'appelle ça une machine à fric. Il y a aussi de plus en plus de points de restauration. Bon, c'est bien d'un sens, ça permet de varier et certainement de permettre d'attendre un peu moins vu qu'il y a plus de points de restauration. Et puis aussi, ça permet de rajouter un peu de thématisation. Exemple le repère d'Odin qui rajoute un petit côté viking à cette zone bien triste. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait trop. Il y a de l'argent pour nous faire consommer, mais pas pour l'entretien du parc. Pour Peur sur le parc, ils ont rajouté des points de snacking salé, ce qui est pour moi très bien parce que je le suggérais dans l'une de mes vidéos. Mais le problème, c'est que c'est pas frais, pas bon et cher. Tu vas dans les parcs allemands, tu manges souvent très bien, pour moins cher, c'est fait sur place, c'est très bon, et en plus, il faut savoir que leur TVA est plus cher que chez nous. Au parc Astérix, tout est surgelé, même les gaufres et les crêpes, et c'est pas donné. Pour les boutiques, c'est un peu le même concept. Toutes les boutiques se ressemblent et proposent la même chose, et les produits sont pas très atypiques. Bon, ok, faut vendre, mais faut pas généraliser. Tu fais une boutique, tu fais 2 boutiques, t'as vite compris que t'allais retrouver la même chose que dans toutes les autres. À l'arrivée, tu rentres même plus. Puis je trouve que les produits proposés sont beaucoup moins bien qu'auparavant. Avant, je trouvais toujours un petit truc mignon pour faire plaisir à ma fille, maintenant. Puis t'as même pas de trucs en rapport avec César, Cléopâtre, Panoramix ou d'autres grands personnages du parc. Ou même des produits en rapport avec les attractions. Petite parenthèse, j'ai mis volontairement dans mon décor des produits qui se vendaient auparavant sur le parc. Même à Halloween et Noël, t'as même pas des produits spécifiques au parc. C'est des trucs que tu peux retrouver chez Maison du Monde par exemple, et en plus c'est plus cher. Le but c'est vendre. Point. Y a qu'à regarder le nombre de roulottes ou de ventes ambulantes. T'as même un pauvre mec qui se trimballe sur un triporteur pour vendre des trucs un peu à droite à gauche dans le parc. C'est très forain. Si ça se vend pas, c'est que c'est pas bien, c'est tout. Il y a une règle qui s'appelle le 80-20. En gros, tu vas vendre 20% de tes produits, donc tes top produits, mais ce grâce aux 80 autres. Alors ça veut pas dire que tu vas pas vendre les 80 autres, mais tu vas les vendre en quantité plus réduite. Par exemple, si le parc vendait des produits régionaux, on se doute bien c'est pas ce qui partirait le plus vite, mais le fait de trouver des trucs comme ça te rajoute une expérience client et ce qui t'attire à regarder tout le reste. Rien à voir, mais en début de saison, il y avait une sorte de brocante où le parc vendait des vieux décors ou des trucs en rapport avec les attractions. C'est parti comme des petits pains. Et pourtant, c'était pas donné. Il y avait quand même des trucs entre 50 et 200 €. Même sur eBay, hein, tu vois, il y a des trucs qui partent à un prix exorbitant. Enfin voilà, le parc, ils veulent vendre du 100%. Tu vas dans un magasin de fringues, il y a des trucs qui vont se vendre beaucoup et d'autres beaucoup moins. Mais s'il n'y a pas les autres trucs, bah les gens ne rentraient même plus dans le magasin. À Halloween, les maquillages, 10 €. Et c'est même pas fait par des pros. Hein. À la mer de sable, c'est moitié prix. Les dames, c'est des professionnels. Elles ont une tenue Halloween, ça mange pas de pain. Même le parc Spirou qui a été tant critiqué propose des maquillages gratuits et faits par une professionnelle. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais j'ai l'impression que le parc investit là où ça rapporte de l'argent directement. Les hôtels, les boutiques, les restos, c'est bien équipé, il y a la clim, le chauffage, tout ça. Le reste du parc, que dalle. Fais le Transdémonium ou Osiris l'été, tu suffoques, il n'y a pas de clim, il n'y a rien, mais comme ça rapporte pas d'argent directement, le parc, les attractions, c'est quand même le produit, c'est ce qui fait déplacer les gens. T'enlèves les attractions, personne ne viendrait. C'est un parc d'attractions, pas un centre commercial. Les boutiques et les restos devraient être secondaires. Vous en pensez quoi des photographes ambulants dans le parc? Ok, dans les allées du parc, ça passe. Mais il y en a même maintenant dans les restos. T'es en train de manger tranquille et là, t'as un mec qui vient te flasher la tronche. Et combien même tu refuses, déjà tu passes pour un méchant et tu te prends les flashs de la table qui se fait photographier derrière toi. Puis après on te ramène les photos imprimées, on te les présente devant toi. Je trouve que c'est un peu de la vente forcée parce que tu achètes par gêne. Pour finir avec le côté business, parlons maintenant du prix du parking et l'entrée du parc. Bon ok, le parking c'est la SANEF qui taxe, mais 3 € en 1 an, qui fait du coup 5 € en 2 ans, ça fait beaucoup. C'est pas aux visiteurs de trinquer. Surtout que certains parkings sont pas dignes de ce nom. Tout le monde paye le même prix pour une qualité de parking qui n'est pas égale. Il y en a des bitumés et d'autres non pour le même prix. L'entrée a également augmenté et passe la barre symbolique des 50 €. Il faudra maintenant débourser 51 € pour venir dans le parc. J'ai conscience que les nouveautés ça se paye, mais le parc veut suivre son voisin Disney. Le parc devrait surfer sur le fait que les gens fuient Disney pour récupérer leur clientèle, je pense. Je suis pas de PDG, mais juste quand tu vois que Europa Park a été élu plusieurs fois meilleur parc du monde à un prix similaire que le parc Astérix, et Europa Park éclate littéralement Astérix. Se poser des questions. Le PAL est à 30 €, fait 50 hectares, et pourtant il y a l'entretien des animaux, il y a les attractions, et le parc est nickel. Pour conclure avec cette partie, on a l'impression que le parc veut nous faire dépenser, et c'est oppressant. Je
Je tiens également à faire un petit point sur la com du parc parce que c'est vraiment pas ça. Petit coucou à mon pote Étienne de la chaîne EDB Attractions qui les casse bien souvent, mais je te rejoins tellement sur ce point. C'est partagé en fait. Autant le parc a un impact important sur ses visuels, ses noms de campagnes de pub, on voit quand même le parc Astérix partout, le bassin parisien et l'Oise est quand même bien placardé, mais c'est après que ça ne suit pas. Ça vend du rêve sur les affiches et après soit c'est pas pareil, soit c'est en retard. Disco Bélix sur les affiches ça vendait du rêve et en réalité c'est pas si ouf que ça. Pour la cité suspendue il y a eu pas mal de com pour dire aux gens de réserver et à l'arrivée bah c'était pas fini. Second point ça va être sur le côté fan. C'est bien souvent les fans qui dévoilent les informations avant le parc. Comme la com informe personne, c'est souvent les fans en fouinant sur internet qui dévoilent les nouvelles informations. Et des fois il y a des couacs car c'est des fausses informations. Alors autant en termes de visuel ils sont très forts, par contre en termes de vidéo c'est une catastrophe. T'as quand même un outil gratuit qui s'appelle YouTube et ils l'exploitent pas. Ils essayent de faire des petites vidéos mais on sent clairement le manque d'expérience. Combien de fois les gens ont pensé que les vidéos du Lutétien étaient les vidéos officielles? C'est dire, je vais pas m'éterniser sur le sujet car c'est pas quelque chose qui concerne les visiteurs directement. Juste un exemple sur Facebook récemment là pour Noël, ils ont publié une vidéo. Bon là pour le coup les rushs étaient de qualité, pas de problème de son tout ça, mais juste la musique, ils n'ont pas payé les droits d'auteur. Du coup pendant toute la vidéo, on entend le copyright par-dessus. C'est la honte. Puis même ça arrivé plusieurs fois que sur Facebook il y a eu des fausses informations et c'est les visiteurs en commentaire qui leur disent la vérité. Ah les gars ils travaillent quand même dans le parc mais ils sont au courant de rien. Ensuite gros coup de gueule, c'était l'arrêt de Main Basse sur la Joconde. Aucune annonce officielle n'a été faite. Je sais pas, t'as un super spectacle depuis des années qui a été élu meilleur spectacle d'Europe auparavant et tu l'arrêtes comme ça sans rien dire. Je sais pas, fais un événement, invite la presse, des célébrités, des fans, marque le coup quoi. Faut que ça fasse parler. Même si c'est triste, rends-lui hommage. C'est comme Peur sur le parc, c'était la 10e saison en 2018 et rien. J'avais aussi envie de parler un peu de Peur sur le parc avant de finir en bref. C'est l'événement phare du parc. C'est une vraie réussite qui ramène énormément de monde sur une courte période. Bah même là-dessus, je suis déçu. Ça tourne en rond. Oui, ok, on tourne pas en carré. 10 saisons. Une première saison test en 2009. Oui, je sais, 2009-2018, ça fait pas 10 ans, mais bien 10 saisons. 10. Première année, grosse saison en termes du nombre et du jeu d'acteurs. La déco était plutôt moyenne, faut l'avouer. En 2010, ils ont décidé de faire ça moins effrayant dû aux plaintes. Ok, faut écouter les visiteurs, mais c'est comme se plaindre que l'eau ça mouille. C'est ridicule. Non mais riez pas, il y a des gens quand même qui se plaignent qui sont mouillés dans une attraction d'eau. Par contre, les gens ils se plaignent des photographes et ils les laissent. Bref, ça a donné plus de décors, la maison de la peur actuelle, mais moins de personnages dans les allées. Combien de fois j'ai traversé la rue de Paris le Moyen-Âge sans croiser de personnages? Bref, ça s'essouffle, c'est tout le temps la même chose. Faut se renouveler, faut remettre des personnages, faut rajouter le trancheur de tête, ça c'était vraiment approprié à la partie Moyen-Âge. Cette année, ils ont décidé de mettre le défilé du Drakkar tous les jours, mais le Drakkar de jour, c'est pas ouf. Bon, la deuxième partie d'Halloween, ça allait puisqu'il faisait nuit, on va pas s'en plaindre. Mais bon, Drakkar, on se le tape depuis 2006, ça serait tellement ouf d'avoir une vraie parade avec un chat en rapport avec chaque maison hantée. Puis même le Drakkar nous emmène vers la sortie, puis il repart d'où il vient. C'est bizarre. Comme il vient jusqu'aux arènes, on s'attend à avoir un petit spectacle au bout, parce qu'on le suit, et à l'arrivée, il n'y a rien. Et on en parle de la musique technoparade, hein, j'ai pas compris le rapport avec Halloween. Pour finir, il y a tout plein de détails qui me chagrinent et qui font que bout à bout, eh ben, je me suis lassé. Tout ce que je vais dire passerait dans un petit parc, mais quand on veut devenir un grand parc et à ce prix, cette année on a eu le droit aux personnages qui se baladaient un peu partout dans le parc. Un grec en zone Grèce, ok, mais là c'était les personnages du village, c'était à l'arrache, j'y ai pas compris. Si les gens comprennent pas que les personnages sont dans le village, c'est leur problème. Le parc a fait une bonne partie de l'été des journées prolongées. On c'est top, surtout que les gens partent en fin d'après-midi, du coup toi t'as un parc vide et en plus de nuit. Mais c'est pas parce que c'est le soir et que ça marche pas qu'il faut fermer pas mal de trucs. Les attractions qui ferment plutôt à cause de la mauvaise visibilité, ça se comprend. Mais là, il y avait quand même pas mal d'attractions fermées en soirée. Des kiosques fermés, des boutiques fermées. Combien de fois j'ai traversé la rue de Paris au Moyen-Âge sans rien voir d'ouvert? Hormis les chevaux du roi. Déjà que la zone est morte. En parlant de la zone à travers le temps, je trouve ça dommage de ne pas l'exploiter. C'est une très belle zone. Je trouve ça dommage que les deux attractions qui ont un fort rapport avec la BD soient laissées à l'abandon. Vous avez vu l'état du défi de César et de la croisière? Ça fait bien 4 ans que j'ai pas fait le défi de César, tellement il tire la tronche et il y a toujours un manque de personnel. En parlant d'attractions, il y en a pas mal qui vieillissent très mal. Le pire, hormis Goudurix qui est horrible depuis son ouverture, c'est la trace du rat. C'est des vibrations du début à la fin, c'est vraiment horrible. Osiris commence aussi. Et on en parle des cache-roues manquants à Osiris? Hashtag Dinrel. En parlant de personnel sur le défi de César, on voit clairement qu'il y a souvent un manque de personnel ou de formation. On voit souvent des opérateurs qui ont l'air perdus ou tout simplement qui font tout plein de tâches à la fois. Mais bon, on préfère payer un vendeur à mettre une panoplie de Romains pour enfants sur lui, pour essayer de la vendre du coup,
Non mais j'avais pitié pour lui, le gars il avait une panoplie pour enfants, le truc ça lui arrivait au niveau du nombril. Il serait pas mieux à une caisse pour limiter le temps d'attente? Bon, j'exagère peut-être, mais il y a des sortes d'animateurs dans le parc et on leur demande d'animer mais sans moyens. Du coup les gens comprennent pas trop. On dit que l'habit fait pas le moine. L'habit fait pas le moine. Pardon, mais c'est trop con. Mais un clown sans tenue, bah ça le fait pas. En parlant de tenue, c'est dommage qu'il n'y ait pas ou il n'y ait plus de tenue appropriée à l'attraction ou au lieu. Comme je suis dans l'exagération, le parc décide de laisser ses boutiques ouvertes après l'ouverture des attractions. Il y a certains parcs qui décident de fermer leurs boutiques à l'heure de la fermeture du parc. Et en travaillant à l'accueil du parc, on doit attendre que le dernier visiteur sorte. Bien sûr que je suis pressé de rentrer chez moi, mais c'est le jeu. Là t'es en boutique et on ferme le rideau métallique devant ta tronche, alors que toi t'es en train de faire tes achats. Je trouve que ça fait un peu te mettre à la porte. Donc pourquoi laisser ouvert? Pareil, si t'es le dernier visiteur, à peine t'as franchi le tourniquet de sortie, on te coupe la musique à la tronche. Bah ça fait pas pro quoi. On a eu des musiques propres au défi César ou à Osiris. Bah forcément on s'attend la même chose à Disco Bellix ou à Pegasus Express. Il y avait plus de budget pour nous pondre crypto et du rififi dans la basse-cour. Parlant de spectacle, je trouve ça dommage qu'il y a des spectacles mais on relâche. Alors bon, j'ai bien conscience qu'il faut bien que les comédiens se reposent, mais quand on veut être un grand parc, il devrait y avoir une rotation pour que pendant le jour du repos du comédien, il y en ait un autre qui le remplace. Après tout, un visiteur qui vient le jour de relâche du spectacle paye le même prix que le visiteur qui a pu le voir. C'est aussi dommage pour un grand parc d'être pas très bien adapté aux personnes handicapées. Sur les nouvelles attractions, ça va, et encore quand les ascenseurs sont pas en panne, mais les anciennes ou même les boutiques, il y a encore pas mal de marches malheureusement. Les passes saison aussi, c'est une galère pour les récupérer en début de saison. Pourquoi ils nous les envoient pas par la poste comme certains parcs? Et pour finir avec les choses en bref, le parc s'est vanté d'avoir eu un nouveau record de fréquentation en 2017. Il a atteint les 2 millions de visiteurs, alors que c'était déjà le cas en 1999. En 99, le parc était plus petit, il y avait moins d'attractions et il y avait moins de jours d'ouverture. C'est donc pas une progression et un point à mettre en avant, je trouve. Et en 2018, le parc a encore battu ce record avec 2 100 000 visiteurs. Donc 100 000 visiteurs en plus d'une saison à une autre, c'est bien. Mais si on regarde bien, c'est une progression de 100 000 visiteurs en presque 20 ans. Quand on regarde les grands parcs, leur progression en 20 ans, c'est en millions de visiteurs qu'on en parle. Je trouve que c'est un peu de la com mensongère. Pour finir, et c'est ce qui va lancer ma conclusion, c'est que le parc n'exploite pas assez la BD. Combien de parcs aimeraient avoir une licence aussi forte qu'Astérix et le parc ne l'exploite pas? C'est à se demander s'il ouvre une BD une fois de temps en temps. C'est un parc qui a un potentiel de fou, le parc est beau et bien conçu de base, mais là malheureusement l'évolution n'est pas dans cette lignée. Je me suis beaucoup investi pour le parc, mais malheureusement comme dans beaucoup d'entreprises, on n'est qu'un simple numéro. Il y a des gens qui s'investissent et qui ont un talent de fou dans le parc, mais malheureusement on ne veut pas leur donner leur chance. Quant aux créateurs de contenu, on leur tire plus dans les pattes qu'autre chose, alors qu'ils font de la pub gratuite. J'ai pendant des années défendu le parc, car c'est un parc que j'appréciais et je trouvais qu'il en valait la peine. Maintenant j'en ai plus la force et je dirai mon avis comme je le pense. C'est fini de dire mon avis de manière maquillée pour ne pas blesser le parc. J'ai aussi ouvert les yeux grâce à la chaîne car j'ai eu la chance de voir de très beaux parcs. J'ai eu la chance de voir des endroits fantastiques comme ma visite avec les girafes ou encore de pouvoir monter à 20 mètres de haut sur la station de freinage du Monster à Walligator. Ces parcs m'ont laissé ma chance alors qu'ils ne me connaissaient pas et je trouve ça bien. Finalement, tous les fans de Disney qui m'ont descendu dans ma vidéo où je dis ce que je pense de Disney sont dans le même état que moi il y a quelques années. Je défendais ma passion sans m'ouvrir sur le reste. Je vais faire une pause du parc Astérix car je pense que j'en ai besoin. Je pense qu'il faut que j'apprenne à redécouvrir le parc à une fréquence plus faible. J'irai quand même faire un tour ou deux sur le parc car il faut être honnête, hein, c'est un parc qui est sympa, mais quand j'y réfléchis bien, ce serait un parc à 4-5 heures de route de chez moi. J'irai pas si souvent que ça. Je sais même pas si j'irai une fois tous les 5 ans. Mon parc est l'un de mes parcs préférés, j'y suis pas retourné depuis 4 ans je crois parce qu'il n'y a pas de nouveauté qui m'attire. Du coup les vidéos sur le parc Astérix reviendront petit à petit. Pour finir de façon philosophique, avant de vouloir devenir grand, il faut déjà regarder ce que l'on est. Et vouloir devenir quelqu'un sans se donner les moyens n'aboutit à rien. Le parc fait peut-être des bons choix mais j'adhère pas. Bon en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un très mauvais rapport qualité-prix. Si on compare le parc Astérix avec d'autres parcs à peu près du même prix, bah autant aller Europa Park, Fantasyland ou encore Efteling. Ils sont largement au-dessus sur tous les points. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, elle est plutôt longue mais il était important pour moi de bien argumenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et quel est votre ressenti sur le parc Astérix. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner car la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur mon retour à Disneyland parce que j'y suis retourné 2 fois. N'hésitez pas à liker et partager, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et bim!